Frémissant sur le danger que je venais de courir, j'étais en contravention formelle vis-à-vis de la police. Mon immigration, mon nom, mes habitudes, mes opinions, mes classés ont parmi les mécontents. Tous les renseignements qu'on eut pris ont été défavorables. Je n'aurais pu me réclamer de personne, un trouvé dans ma poche. Et c'est ce qui me frappait davantage. Saint-Guinness. Bien que je fusse en France depuis plus de 2 ans, c'était la dernière qui m'avait valu mon travail. Je l'ai porté toujours. Je les ai ici. Leur vue était pour moi une espèce de bonheur. Elle me rappelait un temps pénible qui n'était plus. Oh, que ne pouvait-il, que ne devait-il pas arriver par le concours de toutes ces circonstances? J'aurais eu beau nier, affirmer, personne ne me crut. J'ai beaucoup souffert sans doute, et pourtant je n'étais nullement coupable. Voilà cependant la justice des hommes. Toutefois, je ne me mis pas plus en règle vis-à-vis de la police et il ne m'arriva jamais rien. Lorsque je fus présenté à la cour de votre majesté, les immigrés qui étaient dans la même cas que moi firent leur surveillance qui était de 10 ans. Moi, je me promets bien de laisser finir la mienne de sa belle mort, invité au nom de votre majesté à une fête qu'elle tenait à Fontainebleau. J'ai trouvé plaisant d'aller à la police demander un passeport. On convint qu'il m'était régulièrement nécessaire. Mais on me le refusa pour ne pas rendre, dit-on, l'administration ridicule. Plus tard devenu chambellan de votre majesté, j'ai faire un voyage privé. Et puis cette fois, ils me franchiront plus du jeu et en rien de toute formalité future. Au retour de votre majesté en 1815, voulant rendre service à quelques émigrés qui étaient revenus avec le roi, j'allais pu ou à la police. J'étais un conseiller d'État. Tous les registres de me furent ouverts. Après l'article de mes amis, je fus curieux de connaître les miens. J'ai appris que j'étais noté comme grand courtisan de Monsieur de Lecomte d'Artois à Londres. Je n'ai pu m'empêcher de réfléchir sur ce qui pouvait amener la différence des temps et la bizarrerie des révolutions. Du reste, ma note était tout à fait inexacte. J'allais bien, il est vrai, chez Monsieur le Comte d'Artois, mais de moi au moins, tout au plus peut-être, peut-on être courtisan. Avec la meilleure volonté, je ne l'aurais pas pu. Je vais à pouvoir à ma subsistance de chaque jour. Je vais la fierté de vouloir vivre de mes occupations. Les temps m'étaient précieux. J'amusais beaucoup l'empereur par mon récit et j'ai trouvé un grand charme à le lui faire. Aujourd'hui, la frégate, la Doris, a fait voile pour l'Europe. 28. La famille des Brayers est venue dans l'espoir de voir l'empereur, mais il s'est trouvé incommodé de nouveau. Sa santé s'altère. Cet endroit lui est visiblement contraire. Il me fait appeler à 3 heures. Il avait eu une légère assise de fièvre. Il se trouvait mieux. Il m'a beaucoup parlé de ses dispositions domestiques antérieures qui parfois laissaient venir jusqu'à lui quelques tracasseries. Ensuite, il a fait sa toilette pour essayer de se promener. Je l'ai décidé à remettre son gilet de flanelle qui avait imprudemment mis de côté dans ce lieu de température humide et inconstante. Nous avons été promenés au jardin. La conversation continua toujours sur le même sujet que ci-dessus. L'empereur se promenant à l'aventure a gagné les arbres à gomme qui prolongeant les parcs, causant de notre situation locale, de nos rapports avec les autorités.
conjecturons sur les événements politiques de l'Europe. La pluie est venue nous surprendre. Elle nous a forcés à nous abriter sous un arbre. Les grands maréchal et M. de Montalon sont venus nous joindre. Aurait-il l'empereur m'a fait le suivre et s'est mis à jouer au piquet dans le salon avec Madame de Montalon. Il faisait fort humide. L'empereur a désiré du feu, à peine allumé. La fumée nous a chassés. Il a fallu nous réfugier dans la chambre même de l'empereur, où la partie a continué. Bientôt, il n'a plus fait que tenir les cartes. Sa conversation était devenue tout à fait des plus intéressantes. Il nous racontait des anecdotes de son plus petit intérieur, confirmant, redressant ou détruisant celles que Madame de Montalon ou moi lui disions avoir circulé dans le monde. Rien n'était plus piquant. C'était une conversation toute confidentielle. Aussi fut-ce un vrai chagrin pour nous d'entendre annoncer à l'empereur qu'il était servi. 29. Il est un endroit de notre enclos d'où l'on voit au loin la partie de la mer où apparaissaient les oiseaux qui arrivent. Là est un arbre au pied duquel on peut la considérer à son aise. J'étais donc l'habitude depuis quelques jours d'y aller dans mes moments d'oisiveté pour voir arriver mes désirs l'oiseau qui doit terminer notre asile. Le célèbre Munich est demeuré 20 ans au fond de la Sibérie, pouvant chaque jour à son retour à Saint-Pétersbourg. Avant de voir arriver cet instant désiré, j'aurai son courage, mais j'espère n'avoir pas besoin de sa patience. Depuis quelques jours, des bâtiments se succédant de très bons matins. On avait aperçu 3 donjons jugés du bâtiment de guerre. En revenant, on me dit que l'empereur était déjà lavé. Je fus le trouver dans le jardin pour lui faire part de ma découverte. Il voulut déjeuner sous un arbre et me retint. Après le déjeuner, il me dit de le suivre à cheval. Nous plongions en dehors de l'angle, tous les arbres à gomme, et essayâmes à l'extrémité de descendre dans une vallée très rapide et profondément sillonnée. C'étaient des sables, des cales presque mouvants, parsemés de ronces marines. Nous fûmes obligés de descendre de cheval. L'empereur ordonna au général Gogo de prendre par un côté avec les chevaux et les 2 piqueurs qui formaient notre suite, et s'obstina à continuer de sa personne au milieu des difficultés où nous nous trouvions. Je lui donnai les bras. Nous descendions et regrimpions avec peine tous les ravines. Il regrettait la légèreté de sa jeunesse, mais reprochait d'être plus leste que lui. Il y trouvait plus de différence que le peu de temps qui nous sépare. C'est, disais-je, que je rejeunissais pour le servir. Chez mon fils, il observait que ceux qui pourrions nous considérer en ce moment reconnaîtrions sans peine l'inquiétude et l'impatience française. Au fait, disait-il, il n'y a que des Français auxquels il puisse venir dans l'idée de faire ce que nous faisons en cet instant. Nous arrivons enfin tout à l'état au bas de la vallée. Ce que nous avions pris de loin pour un chemin tracé n'était qu'un petit ruisseau d'un pied et demi de large. Nous voulûmes le traverser en attendant nos chevaux, mais les bords de ce petit ruisseau étaient perfides. Ils semblaient d'une terre sèche qui nous supporta d'abord.
Mais bientôt, nous nous sentîmes enfoncés, subitement comme si nous ayons été sûrs de la glace qui se fait briser. Nous étions menacés de disparaître. Je n'avais déjà presque au-dessus du genou. Quand un effort m'en a fait sortir, je me suis retournée pour donner la main à l'empereur. Il était enfoncé de deux jambes sur mon terre, s'efforçant de se dégager. Ce n'est pas un peu ni un peu que nous avons retrouvé la terre ferme. Moi ne pouvais m'empêcher de m'écrier Marie Darcole! Marie Darcole! Nous les avions travaillés quelques jours auparavant. Napoléon avait failli et demeuré pour lui répéter en considérant ses vêtements. Mon cher, voici une sale aventure. Et puis, il disait, si nous avions disparu ici, qu'on dit en Europe, les cafards prouverions sont nuls toutes que nous avons été engloutis pour tous nos crimes. Les chevaux, nous ayons enfin rejoint. Nous avons continué forçant des haies, escaladant des murs et remonté à grand-peine toute la vallée qui sépare Longwood du pic de Diane. Nous sommes rentrés par le côté de Madame Bertrand. Il était 3 heures. On est venu toutes nous dire que les bâtiments aperçus de ce matin étaient un brick et un transport venu d'Angleterre et un Américain. Sur les 7 heures, l'empereur m'a fait demander. Il était avec le grand maréchal qui lui lisait le papier nouvel depuis le 9 jusqu'au 16 octobre. Cela ne finissait pas, il était 9 heures. L'empereur, étonné qu'il fût si tard, se levait brusquement et impatient qu'on ne lui donna pas son dîner à marcher droit à la table, se plaignant qu'on le fait attendre. On a eu la gaucherie de lui donner une raison fort ridicule. Cette inconvénance domestique l'a vivement choqué. Puis il s'est choqué intérieurement encore de s'être montré si choqué. Aussi le déni a-t-il été sombre et studieux.